Bienvenue, mesdames et messieurs, sur le plateau de cette émission alternative. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver cette semaine avec un nouveau numéro. Nous parlons aujourd'hui d'environnement, bien entendu, parce que votre émission est une émission consacrée à l'environnement et au développement durable. Le développement durable qui, bien entendu, suppose un développement axé donc sur les valeurs environnementales et sociales. Aujourd'hui, nous nous posons une question aussi importante qu'utile, celle donc de l'évaluation environnementale. Est-elle un outil de développement durable? Et j'ai le plaisir de recevoir deux invités pour bien entendu répondre à cette question. Il s'agit bien entendu de Monsieur Draman Savadgo, qui est à ma droite. Il est donc directeur des évaluations environnementales stratégiques, des études et notices d'impact sur l'environnement. Bienvenue sur le plateau de l'émission alternative. Merci. Je reçois également pour vous M. Emmanuel Diabouga, qui est lui expert en évaluation environnementale. Bienvenue. Bonsoir madame. Alors, avec vous, nous répondrons donc à cette question, évaluation environnementale. Et déjà, vos titres nous disent déjà que vous êtes des experts en la matière. Et nous aurons donc l'occasion d'analyser cette thématique donc avec nos invités, nos téléspectateurs plutôt, qui nous sont fidèles. Alors, une première question s'impose à nous. En quoi consiste l'évaluation environnementale et sociale? Nous débutons donc avec M. Savadgo. Ok, merci madame de me donner cette opportunité de parler des évaluations mentales. Alors, ce que je peux dire à chaud, les évaluations mentales, c'est un processus. Un processus qui permet de voir quelles sont les incidences, je dirais, et les effets d'un projet, d'un programme sur l'environnement et d'apporter des solutions qui rentrent dans la durabilité. Et de façon résumée, qu'est-ce que l'Agence nationale des évaluations environnementales et quelles sont ses missions essentielles, puisque nous savons que... Ok, merci madame. Il faut dire que l'Agence nationale des évaluations environnementales, que l'ANEV a été créée en 2020 par le décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale des évaluations environnementales. Elle a pour mission essentielle la coordination de la mise en œuvre et de suivi de la politique nationale en matière d'évaluation environnementale. À cet effet, elle est chargée de la promotion des évaluations mentales, et la promotion des évaluations mentales, excusez-moi, la participation aux travaux des structures interministérielles, d'examiner et de valider les rapports d'évaluation mentale et sociale. Alors, nous savons bien qu'il y a plusieurs types d'études et nous allons donc passer à M. Diabouga qui va nous présenter quels sont les types d'études environnementales et sociales pratiquées dans le contexte donc, du Burkina Faso. Ok, merci beaucoup. Si vous voulez, on va regrouper en deux grandes familles. Voilà, il y a la première famille qui concerne les études environnementales qu'on fait quand on est en phase projet. Ça veut dire qu'on n'a rien entrepris sur le terrain. Voilà, ce sont les études qui regroupent l'évaluation environnementale stratégique, l'étude d'impact environnemental et social, la notice d'impact environnemental et social et la prescription environnementale. Ça, c'est la première famille. La deuxième famille concerne les études pour les entreprises qui existent ou les travaux qui se font déjà. En ce moment, on fait l'audit environnemental. Donc, si vous voulez, on synthétise. Donc, il y a en gros l'évaluation environnementale stratégique, l'étude d'impact environnemental et social, la notice, la prescription environnementale et l'audit environnemental. Voilà ce qu'on a comme type d'études environnementales au Burkina Faso. Alors, nous entendons donc communément parler d'évaluation environnementale et sociale. Mais il y a un autre terme qui s'impose, l'évaluation environnementale stratégique. De quoi s'agit-il, M. Ok, lorsqu'on parle d'évaluation environnementale stratégique, c'est comme mon collègue s'est bien dit, il y a des outils qu'ils ont trouvés dans notre jargon, les instruments. Les instruments qui sont en amont du processus et les instruments qui sont en aval. Et comme il a si bien dit, quand on prend les instruments qui sont en aval du processus, en amont du processus, le rôle c'est bien de prévenir. De prévenir, parce que l'objectif de l'évaluation mentale, c'est bien, je dis, c'est pour prévenir les effets néfastes d'un projet sur l'environnement. À cet effet-là, dans le cadre de la prévention, il y a plusieurs outils qui sont dressés. L'un des outils, c'est l'évaluation environnementale stratégique. Lorsqu'il s'agit d'un programme, d'une politique, d'un plan, ou lorsqu'on est au stade de formulation de projet, on veut savoir exactement quels sont les impacts globaux, les risques globaux, et poser des mesures globales pour véritablement avancer vers la durabilité. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle d'évaluation environnementale stratégique. C'est au stade stratégique, ce n'est pas au stade opérationnel. Alors, voilà, et quels sont les types d'entreprises ou les projets et programmes qui sont soumis donc aux
à cette évaluation environnementale, Merci, que ce soit en phase de projet ou en amont? Merci madame. Il faut dire que c'est un instrument qui est nouveau, qui est apparu dans notre corpus juridique en 2015. De ce point de vue, elle n'est pas assez connue, assez maîtrisée par les différents acteurs. De ce point de vue, il s'agit des institutions, notamment, que je ne vais pas citer ici, qui dans la phase de mise en œuvre des projets et programmes au Burkina, font cette étude préliminaire-là pour voir un peu quels sont les enjeux, quelles sont véritablement, je dirais, les problématiques, préoccupations environnementales qui se posent, qui apportent déjà des solutions, voir un peu quelles sont les alternatives, je dirais les alternatives qu'il faut pour, bien entendu, avancer dans le stade de l'étude. Donc c'est au stade préliminaire qu'on fait cette étude-là, pour appréhender les perturbations éventuelles et de poser des mesures globales. Donc c'est bien entendu les programmes, les plans, lorsqu'il s'agit, on a un plan, lorsqu'on a un programme, une politique, voilà, il faut faire cette étude, évaluation préliminaire-là pour voir déjà les perturbations à venir et déjà commencer à réfléchir là-dessus. Alors, est-ce que c'est une exigence de l'État burkinabé à ce type d'entreprise ou bien c'est un choix? Oui, depuis 2015, l'évaluation environnementale stratégique s'impose comme une obligation. Parce que la loi dit, lorsqu'on a une politique, lorsqu'on a un programme, il faut faire ce type d'évaluation-là. Donc, elle s'impose aux acteurs. Mais comme on l'a si bien dit, c'est des outils véritablement stratégiques. Quand on a un plan, un programme, où on a peut-être une étude qui, au stade, qui de façon spatiale, couvre toute l'étendue du pays, on a l'obligation de faire ce type d'études-là pour voir un peu les tenants et les aboutissants dans le contenu. Comme par exemple le cas du secteur minier. Le secteur minier a fait l'effet d'évaluation stratégique en 2012, je crois, et cette année, il y a une étude qui est en cours. Cette étude va permettre de soulever les préoccupations essentielles, je dirais, les impacts globaux, les risques globaux et apporter des mesures correctes, des mesures pour qu'on puisse avancer dans l'activité qui va bientôt dans la durabilité. Alors, M. Diabouga, vous êtes permanemment sur le terrain puisque vous avez également un bureau d'études qui se charge de mener ces études-là sur le terrain. Alors, j'aimerais bien savoir, quand les structures viennent vous voir, quelles sont les tailles, par exemple, de l'entreprise ou les tailles du projet ou du programme qui font l'obligation, qui doivent mener en fait ces études, fournir ces études-là à l'État burkinabé en fait. Ok, merci madame. Comme on disait tantôt, en fonction des typologies des études plutôt, si vous voulez là aussi on va simplifier parce qu'il y a ce qu'on appelle la catégorisation. Voilà, la catégorisation consiste à classer les projets, les activités ou les entreprises qui existent en 3 grandes catégories si vous voulez. Il y a la catégorie A qui concerne les grandes unités industrielles, voilà. Et là, dès qu'on dit c'est la catégorie A, il faut faire étude d'impact environnemental et social. Et lorsqu'on dit catégorie B, c'est les investissements moyens, voilà, les entreprises moyennes. Donc il faut faire automatiquement une notice d'impact environnemental et social. Lorsque c'est plus petit, voilà, de la taille des buanderies, etc., des plus petits investissements, là, lorsqu'on est en phase de projet, on fait une prescription environnementale. Par contre, quand toutes ces activités existent, que ce soit les entreprises de catégorie A, B ou C, ils doivent faire l'objet d'audit environnemental. Maintenant, en fonction de sa catégorie, si c'est catégorie A, chaque 3 ans, il faut faire un audit environnemental. Si c'est catégorie B, chaque 5 ans, il faut faire un audit environnemental. Bon, les entreprises de catégorie C sont exemptées. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de catégoriser lorsqu'il y a un demandeur, voilà, qui souhaite être accompagné pour faire une étude environnementale. On essaie par expérience de voir qu'est-ce qui peut être fait. Mais il y a par la suite les termes de référence qu'il faut élaborer et qui sont validés par l'ANEF. Et à cette session de validation des termes de référence, ils vont se rassurer qu'effectivement la classification c'est bien. Si c'est bien ça, alors donc on va enclencher le type d'étude qui correspond, voilà, à la catégorisation du projet ou de l'unité industrielle en phase de projet ou en exercice déjà. Alors, M. Savadougou, oui. Par moment, il nous est arrivé, par exemple, de constater une entreprise en fait en phase d'exploitation qui rejette, par exemple, des
des déchets nuisibles en fait pour l'environnement et même pour la communauté environnante. Et c'est en ce moment-là, par exemple, que les médias vont faire la lumière pour dénoncer, ou même les communautés elles-mêmes qui s'expriment. Et moi, j'ai en mémoire en fait un laboratoire chinois. Il y a une année de cela, nous avons mis de la lumière en fait sur cette situation dans la commune de Bazoulé, ou en tout cas il y a aux environs de Ouagadougou, qui s'était installé et qui avait pour rôle d'abattre, ils abattaient des ânes. Oui, ils abattaient des ânes et pour prélever, en fait, il y a une substance, oui, au niveau de cette espèce-là qui les intéressait. Et tout le reste, ils les abandonnaient dans la nature, c'était nuisible pour le village et tout ça. Mais les gens ont eu à dénoncer. Personnellement, je me suis posé la question, comment est-ce possible? Comment sont-ils arrivés à s'installer avec tout un dispositif bien bâti, un local et tout ça? Comment sont-ils arrivés à s'installer dans ce village au point d'occasionner ces nuisances? Est-ce qu'il y a vraiment un suivi? Comment vous arrivez en fait à assurer le suivi à ce niveau? Merci madame pour cette question-là et rappeler cette triste histoire qui nous hante l'esprit. Voilà, parce que voilà, c'était quand même une désolation avec les ânes qu'on avait tués. Alors, revenons à notre question, il faut noter que vous touchez du doigt un problème assez essentiel. Et lorsqu'on élabore une étude d'impact environnemental et social, l'objectif de l'étude, c'est pas une formalité administrative en réalité. C'est véritablement pour appréhender les perturbations à venir et corriger les perturbations, les risques et corriger. Cela permet de protéger et de préserver l'environnement, les ressources naturelles et les communautés également riveraines. C'est ça l'objectif. Donc, pour dire que l'étude d'impact environnemental et social, s'il s'agit d'une étude d'impact ou une notice comme mon collègue l'a si bien dit, est assortie de ce qu'on appelle un plan de gestion environnementale et sociale. Dans ce plan de gestion environnementale, il y a ce qu'on appelle des programmes de mesures d'atténuation, ce qu'on appelle la hiérarchie d'atténuation, il y a ce qu'on appelle le suivi et la surveillance, le renforcement des capacités, également aussi les modalités de participation des parties. Donc de ce point de vue-là, si l'étude est bien menée, alors, et on doit normalement éviter ces nuisances, ces perturbations sur l'environnement. Mais l'un des problèmes qu'on a, il y a des promoteurs qui s'installent et qui ne font pas l'objet d'évaluation mentale et sociale. Ça, c'est le problème. Ce n'est pas tout le monde qui fait. Voilà pourquoi nous avons à notre niveau la direction des inspections qui sort par moment pour inspecter, pour voir quels sont ceux qui sont conformes à la loi et véritablement voilà, les appliquer la sanction voilà, avec toute la rigueur de la loi. Donc, cette entreprise n'a pas fait l'objet d'évaluation mentale. Alors, il faut noter aussi que lorsque l'évaluation est faite, il y a le suivi. Le suivi permet aux techniciens de suivre un peu la mise en œuvre de ces mesures-là. Voilà, donc c'est un élément assez essentiel. Mais il faut noter que l'ANEV, l'Agence nationale des évaluations mentales, qui était l'ex-Bureau national des évaluations mentales, est en phase de, je dirais, d'une dynamique de consolidation pour véritablement corriger certains aspects qui n'étaient pas visiblement très intéressants, des aspects améliorés. Donc ça veut dire qu'il y a certains aspects qui nous ont par moment échappé. Voilà, voilà la triste réalité. Voilà pourquoi nous sommes en train de renforcer nos capacités au niveau national avec l'appui des partenaires pour répondre véritablement aux attentes en matière d'environnement. Voilà, sinon c'est un cas vraiment qui est malheureux qui ne devait pas arriver. C'est même pas ça, même les abattoirs un peu clandestins qui sont autour de la ville doivent faire l'objet d'une étude d'impact environnemental pour véritablement voir comment traiter ces nuisances-là, les nuisances auditives, olfatives qui véritablement touchent la santé des populations. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc nous sommes conscients de ces difficultés-là. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous organiser davantage pour pouvoir véritablement couvrir toute l'étendue du territoire pour être véritablement au rendez-vous en termes de préservation de l'environnement et de la préservation des communautés dans la question de la durabilité. Alors, donc, la question de difficultés régulièrement rencontrées se pose donc, et je vais laisser M. Diabouga nous dire dans la pratique quelles sont les difficultés donc, que les promoteurs qui s'engagent à faire les études d'évaluation environnementale rencontrent sur le terrain. Merci madame. Sous le contrôle de l'agence,
Bon, je vais juste citer quelques aspects. Il faut déjà saluer les efforts qu'ils font au niveau de l'agence. Voilà, c'est la seule entité qui couvre tout le territoire national et qui répond aux attentes de tous les promoteurs sur tout le territoire national. Donc vous comprenez déjà qu'ils ont à traiter beaucoup de dossiers. Mais bon, n'empêche que malgré le travail formidable qu'ils abattent, il y a quelques aspects quand même qu'on peut souligner quand on se met sous la peau des promoteurs. Notamment l'aspect temps, parce que bon, parfois, le temps qu'il faut pour valider une étude, un rapport d'étude environnementale ou de notice, bon, souvent ça peut prendre du temps. Si on se met à l'idée que le promoteur a peut-être pris un prêt pour investir et qu'il doit attendre 6 mois ou, bon, c'est juste un exemple, 6 mois ou 8 mois avant d'avoir son papier volet environnement pour commencer ses travaux, vous voyez que ça peut jouer sur son calendrier. Donc ça, c'est un premier aspect, qui est l'aspect temps. Deuxièmement, c'est l'aspect financier. Il y a des promoteurs qui, au début de leur montage du dossier, n'ont pas peut-être perçu le volet environnement, mais dans la mise en œuvre, ils sont face à leurs responsabilités où ils ont le devoir de faire l'étude environnementale. Donc, ce budget supplémentaire à mobiliser, ça constitue parfois un handicap. Donc, il y a cet aspect donc, financier. Donc, à part ça, il y a aussi des promoteurs, souvent de bonne volonté, qui ont envie de faire les études environnementales. Mais, parfois, ils sont face à des consultants qui ne les accompagnent pas jusqu'au bout. Bon, là, c'est une autre difficulté également. Donc, ça, oui, ce n'est pas lié à la responsabilité de l'administration, mais c'est lié à la responsabilité des prestataires en ce moment. Parce que le consultant, quand tu reçois un promoteur que tu dois accompagner, tu dois l'accompagner de bout en bout. Parce que lui, il n'est pas censé connaître tout le processus. Mais si le consultant, après avoir empoché de l'argent de la prestation, il disparaît après avoir seulement produit le rapport provisoire, bon, vous comprenez que le promoteur va souffrir. Donc, vis-à-vis de l'administration, il y a des difficultés. Voilà. Et vis-à-vis aussi des prestataires qui accompagnent les promoteurs, parfois, si le consultant ou le cabinet, voilà, il ne suit pas jusqu'au bout, le promoteur peut se retrouver, malgré sa bonne volonté de faire l'étude, à être voilà, dans une situation inconfortable. Donc voilà juste les 3 aspects que je voulais souligner. Alors, monsieur le directeur, est-ce qu'il vous arrive, au bout d'une étude, par exemple, de rejeter l'étude parce qu'elle ne répond pas, parce que vous estimez qu'elle ne répond pas à la valeur qu'il fallait, bien entendu, accorder à l'environnement et au social dans l'exercice, en fait, du projet en question? Est-ce qu'il vous est arrivé à rejeter des études? Merci, madame. Merci également à mon collègue Diabouga. Effectivement, avant de remonter, je voulais revenir à ce que M. Diabouga a dit. Effectivement, c'est quand on prend... Je dis les évaluations mentales, c'est un processus. C'est un outil de la durabilité, parce que c'est l'un des principes même du développement durable, c'est le principe de prévention et de précaution. Et les évaluations mentales, je dirais, se bâtissent sur le principe de prévention et de précaution. C'est-à-dire qu'il faut prévenir, corriger, mieux vaut prévenir, corriger, que véritablement d'être devant des impacts, une situation assez difficile à corriger. Voilà, parce qu'il y a des impacts irréversibles. Lorsqu'il y a des pollutions atteintes à l'environnement, le coût de dépollution est assez gigantesque, pour ne pas dire l'impact est irréversible. Donc de ce point de vue-là, l'évaluation mentale se pointe comme un outil de durabilité, un outil qui doit permettre véritablement d'éviter les problèmes environnementaux et de corriger véritablement les mauvaises tendances à l'égard de l'environnement sur le terrain. Donc, logiquement, les évaluations mentales ne devaient pas prendre assez de temps. Mais malheureusement, dans notre contexte, au regard des difficultés qu'on a au niveau des difficultés logistiques en termes de renforcement des capacités, c'est aussi une structure qui est jeune, il y a assez de difficultés. Nous sommes conscients de cela. Et comme je l'ai si bien dit, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de revoir notre système. Donc, on fait une cartographie même au niveau de la NEVE, des difficultés, une cartographie institutionnelle et des ressources pour voir quelles sont les difficultés, où est-ce qu'on peut corriger. Nous sommes un peu dans cette dynamique-là avec les institutions que je n'ai pas citées pour qu'on puisse véritablement atteindre notre performance en matière d'environnement. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes en train de travailler pour réduire le timing de traitement des dossiers, pour déprécier le coût des évaluations, parce que c'est assez coûteux.
Si on vous dit que les études d'impact des mines qui ont coûté jusqu'à 900 millions de francs CFA, vous comprenez que ce n'est pas une mince affaire. Pour le Burkinabé, véritablement modeste, c'est pas n'importe quelle entreprise qui peut s'offrir. Justement, c'est dispendieux, on le dit dans le jargon canadien. Donc il faudrait nous sommes en train de travailler pour diminuer les trucs. Et l'un des éléments qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsqu'il y a une étude qui est menée, il y a tout un processus qui va d'après ce qu'on appelle le tri préliminaire, le streaming environnemental, le cadrage des thèmes de référence, excusez-moi, les thèmes sont un peu techniques, également aussi l'examen de l'étude, du rapport d'étude, et quand on essaie de combiner le timing que nous avons conformément à la loi, on n'a pas moins de 4 mois pour sortir l'avis de faisabilité, et qui est assujetti à la signature du ministre de l'Environnement. Avec le timing du consultant qui peut mettre 2 mois, facilement on peut avoir 6 mois pour obtenir l'avis du ministre. Donc ça prend assez de temps. Voilà pourquoi dans certains pays, ce n'est pas le ministre qui signe l'avis de faisabilité. La décision ne revient pas au ministre, ça revient au directeur général. Et là, comme ça, on réduit plus le temps. Et voilà. Dans le système anglo-saxon, c'est un peu dans ce sens-là. Mais dans le système francophone, bon, il y a toujours une sorte de lourdeur. Mais est-ce qu'il vous est arrivé, je reviens à ma question, de rejeter très rapidement parce que nous... Très bien, madame, effectivement. Le temps qui nous est imparti, nous sommes dans une dynamique, effectivement, lorsque une étude arrive à notre niveau, d'abord, il y a un premier processus qu'on appelle le tri préliminaire, le screening environnemental, qui consiste à trier l'étude, voir est-ce que la catégorie répond à notre corpus juridique, est-ce qu'elle est des catégories A comme la C, B ou C. Alors, donc, il y a ce tri préliminaire qui est fait. Après cela, il y a les thèmes de référence qui sont élaborés et il y a une validation des thèmes de référence qu'on appelle le cadrage. Et c'est à la suite de cela maintenant, les thèmes de référence définissent les enjeux, les contours de l'étude, le champ de l'étude et les différents consultants et la méthodologie de l'étude, ce qui permet aux consultants d'aller sur le terrain et d'élaborer son rapport. Ce qui veut dire que l'étude doit normalement à la fin répondre aux attentes. Tout à fait. Donc, après le cadrage, le consultant va sur le terrain maintenant pour recueillir ces données et élaborer son rapport d'évaluation conformément au décret 1187. Lorsque le rapport est élaboré, malheureusement, monsieur le directeur, nous n'avons pas le temps de faire tous ces développements parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Oui. Alors donc, lorsque le rapport est déposé à notre niveau, il y a ce qu'on appelle, il y a un examen préliminaire. Il y a un examen préliminaire qui est fait par nos techniciens pour voir est-ce qu'elle répond à l'esprit du décret. Si on constate qu'il y a des manquements graves, on ramène le rapport au consultant pour qu'il va corriger cela avant de venir. Donc, quand nous partons déjà en session COTEV, on a d'abord un rapport qui répond déjà aux normes. Et lorsque on constate que le rapport ne répond pas aux normes, il y a des recommandations, des observations qui sont adressées au consultant qui puissent pas revenir avant qu'on en chemine au niveau du ministère. Alors très rapidement, nous tirons vraiment vers la fin de cette émission. Et très rapidement, j'aimerais qu'on présente les différents avantages en fait de ces différentes études-là pour essayer quand même de convaincre les entreprises pour qu'ils s'inscrivent en fait dans cette dynamique. En quelques mots, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Merci madame, très rapidement. L'évaluation mentale et sociale est un outil d'aide à la décision qui permet aux décideurs de se décider par rapport à la faisabilité d'un projet. C'est un outil informationnel qui permet d'informer le public par rapport à une étude, un projet donné sur l'environnement. C'est je dirais, c'est un processus qui permet bien entendu d'intégrer les populations, de les informer et de participer à l'étude aussi et puis accepter aussi l'étude. Très bien, l'acceptabilité sociale du projet. C'est aussi un outil qui permet de bien gérer les impacts et les risques d'un projet pour véritablement atteindre la durabilité. Donc c'est vraiment un état, c'est essentiel. Lorsqu'on le fait, on évite les problèmes à l'environnement. Alors très rapidement, Monsieur Diabouga, qu'est-ce que vous avez à dire? Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit donc des prestataires, à l'endroit des entreprises qui demandent les études et à l'endroit également de l'État burkinabé, de l'agence, pour vous faciliter en fait le travail? D'abord, je commence par l'agence. Très rapidement, parce que nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Voilà, en 1 minute. Ok, très rapidement, on ne peut que souhaiter qu'au niveau de l'agence, que les procédures aillent plus vite, parce que plus vite on a les rapports qui sont validés, plus tous les acteurs sont à l'aise. Par rapport à l'État, c'est accompagner l'agence, parce que l'agence a la bonne volonté de travailler, mais il va falloir accompagner aussi l'agence. Pour les promoteurs, voilà, c'est s'inscrire dans la dynamique des études environnementales. Voilà. Il faut s'attacher des services des consultants conscients. Je m'excuse du terme, mais c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut
avoir de l'accompagnement du bout en bout. Et comme je l'avais dit, les études environnementales sont obligatoires au Burkina Faso. Ce n'est pas si les promoteurs veulent ou pas, c'est obligatoire. Comme c'est obligatoire, il faut s'inscrire dans la dynamique et il faut s'informer, il faut aller à l'information aussi. Parfois c'est ça. Les promoteurs qui ne partent pas à la bonne information, parfois c'est compliqué. Donc il faut aller à l'information. Et une fois que ça c'est fait, donc je pense que bon, tout le monde va trouver son compte. Les études seront faites, voilà, ce sera de bonne qualité. Et l'agence sera à l'aise pour accompagner les promoteurs. Et l'État va engranger parce que derrière, il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État lorsqu'on fait les études environnementales. Et je termine là, que lorsque un promoteur n'a pas fait ses études, il y a des sanctions pécuniaires. Si vous devrez... Nous allons revenir avec un autre numéro sur ces fondements juridiques des évaluations environnementales et sociales et bien entendu de toutes les sanctions qui sont prévues pour les promoteurs, afin donc de permettre à l'ensemble donc de nos téléspectateurs de bien s'instruire donc sur ce qu'est l'évaluation environnementale et sociale et tous ces enjeux. Alors merci à vous. Je rappelle que j'étais en présence donc de Monsieur Dramane Savadro, qui est directeur des évaluations environnementales stratégiques, des études et notices d'impact sur l'environnement. Et j'étais également avec M. Emmanuel Diabouga, qui est lui expert en évaluation environnementale. Merci à tous les deux d'avoir pris part donc à cette émission et merci à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission et de la chaîne de télévision Burkina Info. Je vous dis à la semaine prochaine, plaise à Dieu pour un autre numéro de votre émission alternative. Au revoir. Merci.